En tout cas, je suis ravie d'être avec vous pour ce lab BPGO. Je me présente, je m'appelle Olivia Sogomonian et je vais animer du coup ces 45 minutes. C'est un lab, vous le voyez, qui a pour titre le rôle de l'innovation dans les enjeux de transition. Très prometteur. On a avec nous 4 intervenants que je vais présenter tout de suite. Alors, Gwenaëlle Carfentan, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui dirigeante de Setur. C'est un cabinet d'urbanisme et d'ingénierie qui est présent dans le Grand Ouest depuis plus de 38 ans. Et vous venez aujourd'hui surtout pour nous parler d'un sujet, c'est l'entreprise UrbanSync que vous avez créée en 2021. C'est la première plateforme en ligne dédiée au développement de solutions digitales d'aide à la transformation écologique et énergétique pour les secteurs à fort potentiel de décarbonation. Donc vous allez nous expliquer tout ça en détail avec les 2 outils que vous avez créés d'ici quelques instants. François Guérin, bonjour. Alors François, vous, votre frère et un ami, vous avez créé une entreprise il y a 6 ans. C'est l'entreprise See You Sun. Vous, pour les enjeux de transition, vous avez misé sur le photovoltaïque avec le développement de centrales solaires, notamment en ombrières de parking, donc on reviendra sur ce sujet, et aussi dans l'installation et la gestion d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Donc c'est pareil, vous nous expliquerez dans quelques minutes les grosses pierres, comme vous le dites si bien, dans les enjeux de transition. Nous avons également Sébastien Louich, directeur du marché des entreprises à la Banque Populaire Grand Ouest. Sébastien, bonjour. La Banque Populaire accompagne les entreprises du territoire dans leur démarche de transition. Elle est elle-même très engagée. On reviendra justement sur ce sujet. Et Henri-Pierre de Wulf, bonjour. Henri-Pierre, vous êtes entrepreneur à succès en Bretagne et vous venez aujourd'hui en tant que président bénévole de l'association Entrepreneurs pour la planète. Et puis du coup, c'est pareil, vous nous expliquerez pourquoi vous avez ouvert l'antenne Bretagne-Pays de Loire et puis vous nous expliquerez la raison d'être de votre association. Alors, juste avant, j'avais dit qu'on se tutoierait. Donc, si vous voulez bien, on sera dans une ambiance conviviale. Et tous les 5, nous allons nous tutoyer. Et je commence du coup par toi, Gwenaëlle. Je le disais à l'instant, l'entreprise UrbanSync, elle a développé 2 outils d'aide à la décision pour la décarbonation. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce sujet ? Voilà. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, en fait, on a été amené à faire ce constat que les territoires faisaient face à des grosses mutations et pratiquement 3 décennies, presque 4. C'est vrai qu'on a vu les choses évoluer et du coup, c'est devenu un peu dans notre ADN de faire face à ces enjeux climatiques et d'accompagner dans ces étapes. Et à un moment donné, on s'est dit, effectivement, il faut gérer la donnée parce qu'on s'est rendu compte que cette donnée qu'on produisait elle restait dans les placards. Et donc, ça a été un déclic de dire qu'il fallait qu'on fasse parler cette donnée. Et donc, c'est ainsi qu'est née cette plateforme numérique, qui est une plateforme qui permet d'accélérer en fait le processus de décarbonation par la meilleure connaissance des éléments, la prise de conscience aussi des progrès qui sont déjà faits, parce que l'autoflagellation, c'est bien, mais c'est bien aussi de se rendre compte, là où les efforts ont porté, ça permet de nourrir les équipes et d'être aussi complètement satisfait de ces profondes mutations déjà faites, parce qu'en 40 ans, tout à l'heure, M. Chénier-Girard parlait de lotissement. Alors moi, je l'ai bien connu à l'IFRE, à l'époque, on travaillait pour lui. Et effectivement, il a raison. On ne parlait pas comme ça il y a 20 ans. Donc, 40 ans, je ne vous dis pas, c'était pire. Donc, en fait, cette transition numérique, pour nous, elle a été un phénomène de déclic. Donc, c'était en 2016, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et en fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse aussi bien à des grands comptes comme des grosses foncières comme ICAD, qui est une filiale de tertiaire de la Caisse des dépôts et qui gère notamment, par exemple, Rungis. Donc, on gère les parcs tertiaires du secteur du Grand Paris. Et je vais vous montrer tout à l'heure une petite vidéo, donc on pourra voir ça de plus près. Et en fait, pour être tout à fait concret dans les chiffres, on s'est donné un objectif d'aider à décarboner 100 000 tonnes. Aujourd'hui, au bout de 2 ans d'activité, on est rendu à 40 000 tonnes de décarbonation. Donc voilà, ça progresse, on s'aperçoit qu'on monte en puissance. Aujourd'hui, on couvre géographiquement, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, la data, ce sont des chiffres.
Mais si on fait parler des chiffres pour des chiffres, c'est un peu limitant. Donc, en fait, il faut illustrer ces chiffres. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'illustration par le jumeau numérique. Donc, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, c'est de la 3D, hein, mais c'est de la 3D animée, c'est-à-dire, en fait, c'est comme un avatar du territoire. Donc, de cette façon, on gère aussi, pour le compte du concessionnaire, le port de Saint-Malo. Hein. Donc, on travaille aussi pour le domaine des Ormes, si vous connaissez le domaine des Ormes. Donc, en fait, ils ont tout en ligne. Hein. Donc, c'est cette accessibilité et ce choix de gagner en performance et d'en être parfaitement conscient et aussi de pouvoir communiquer forcément et de se rendre compte quelle est la parfaite. En tout cas, en termes de surface couverte, aujourd'hui, on est rendu pratiquement au département du Val d'Oise en équivalent kilomètre carré. Enfin, c'est pour donner un peu une idée de surface. Et donc, ce sont des outils qui sont très accessibles et très inclusifs. Hein. C'est le terme qu'un client m'a donné. Il m'a dit, mais finalement, il n'y a pas besoin de formation pour manipuler ça. Je dis, ben non, finalement, c'est comme un jeu, en fait. Hein. Et donc, du coup, cette facilité permet de s'adresser à tous les publics d'entreprise et aussi à tous les territoires. Hein. Qu'on soit geek ou pas geek, ça n'a pas trop d'importance. Qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 60, on est tous à égalité devant ce genre d'outils. Alors, pour faire un petit teasing avant de passer la vidéo, en fait, le premier outil que vous allez voir, il y a deux outils. Hein, donc, il y a le SyncCity et le AT-Energy. Je ferai un petit focus sur AT-Energy à la fin, parce que c'est aussi dans l'actualité du moment. Et j'entendais notamment Enedis intervenir hier sur Radio Classique, hein, qui disait qu'ils avaient mis un cap sur le photovoltaïque de façon massive. Donc, on accompagne également ce genre de projet. Mais avant de vous parler de ça, je voudrais vous montrer un petit peu à travers ce qu'on appelle, nous, les use cases, les cas d'usage, ce que ça peut rendre comme service, en fait, de bien gérer sa donnée, bien gérer votre donnée. On parle d'îlots de chaleur, on parle de biodiversité, on parle de territoire régénératif. En fait, ce sont des mots, mais en fait, pour que ça soit concret, il faut le rendre probant, il faut le caractériser, il faut l'incarner en fait. Et donc la seule façon de savoir si un îlot de chaleur, il est entre guillemets en préparation ou s'il est déjà là, c'est de le caractériser par des chiffres. Et donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on permet en fait avec ce jumeau numérique, c'est de localiser en fait la donnée et de la faire parler là où elle doit en fait rendre service dans sa communication. Donc ça sert aussi bien au service RSE qu'au service technique, mais aussi au côté stratégique de l'entreprise. Alors nous, on est dans la CEC, on fait partie de la Convention des entreprises pour le climat. Tous les collaborateurs ont fait la fresque. Je vous encourage d'ailleurs à aussi découvrir et à faire partager la fresque du climat parce que du coup, ça rend ces fameux cas d'usage comme une évidence en disant OK, il faut qu'on retrousse les manches et il faut qu'on trouve des solutions. Et avant de trouver des solutions, il faut caractériser, faire comme un diagnostic de ce que vous avez pour savoir finalement par quel côté le prendre pour que ça soit le plus efficace et le plus rapide. Et c'est pour ça que le côté énergétique est extrêmement probant. Mais avant ça, je veux bien qu'on passe la petite vidéo qui dure 1 minute 20. Donc vous allez voir, ça passe assez vite. Je ne sais pas où ça passe. Ça passe sur les écrans. OK. Voilà, alors il n'y a pas de musique. Il y a une musique, mais là, vous ne l'entendez pas. Je vais juste commenter quelques mots sur les visuels que vous voyez. En fait, le mot-clé, c'est évaluer et collaborer. Évaluer parce que vous allez vous rendre compte où vous en êtes. Et donc, par exemple, un autre cas comme celui-ci, c'est le ZAN. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Si vous êtes chef d'entreprise, peut-être que vous vous sentez concerné par les impacts que ça pourrait avoir sur votre foncier. Eh bien, vous avez raison, il faut s'en préoccuper. Mais ça concerne aussi l'eau, ça concerne l'énergie. Hein. Si vous êtes en application du décret tertiaire, la donnée, il faut la transférer sur Opera. Et donc ça, on le fait aussi. Donc en fait, cette donnée, elle circule. Ce qui est important, c'est de la faire parler et de la faire circuler pour qu'elle aille renseigner les bons éléments. Donc voici par exemple le graphe sur Opera. Vous avez des objectifs à 2030, 2040, 2050. Et comme ça, vous savez vos progrès et qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à décarboner, en fait.
Donc ça indique aussi des résultats, mais surtout ça visualise sur la 3D et c'est ça qui est chouette. Donc c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique, un avatar. Et donc là, vous voyez la maquette d'un gros quartier qui est au pied en fait du village des athlètes des JO, qui est à Aubervilliers. Et donc c'est ICAD qui gère ce site et ils ont intégré toute la donnée, tout, y compris les caméras, tout en fait. C'est-à-dire que c'est devenu un outil pour décarboner, mais c'est devenu leur outil du quotidien, si bien qu'ils vont être 50 à utiliser la maquette tous les jours. Donc c'est une petite prouesse. Alors c'est vrai qu'on n'a que 2 ans, donc on progresse gentiment et je dois dire que si on n'avait pas eu des soutiens, c'est pour nous capital, c'est d'avoir été aidés en fait et qu'on a cru en nous aussi. C'est vrai, merci. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de se lancer dans ce projet? Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question. En fait, on le sent en soi. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a une espèce d'intuition qui arrive, dit bon, il faut que je fasse ça. Et puis, au moment où on se dit ça, il y a peu de gens en fait qui vous écoutent parce que vous êtes un peu en décalage de phase. Enfin, moi, c'était mon cas en 2016 quand j'ai dit je vais faire ça. On me disait waouh, mais il n'y a pas de besoin. Et en fait, oui, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de besoin. Mais il y a une personne qui m'a compris, qui m'a aidé. Hein, c'était l'ancien directeur en fait, du pôle de compétitivité images et réseaux, qui m'a dit c'est OK, on va vous aider. Et du coup, ça a été le début d'une super aventure. La région Bretagne m'a beaucoup aidé, BPGO aussi. Donc, du coup, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, on a une super équipe et on a des super clients qui nous font une confiance absolument incroyable. Et ça, c'est régénérant aussi pour soi, c'est-à-dire qu'on crée du sens, mais ça nous nourrit nous aussi. Donc, c'est très, très vertueux. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la société, elle a incubé pendant 6 ans. Donc... Oui, voilà. Donc, la chance que j'ai eue, effectivement, c'est pas toujours facile pour des startups de démarrer, mais je me suis incubée moi-même dans mon premier bureau d'études qui s'appelle Céture. Donc, c'est vrai que c'est un gros pari aussi. Hein, c'est un portage, forcément, financier que je me suis... on va dire, je me suis fait un cadeau. Et donc aujourd'hui, voilà, les 2 sociétés sont séparées et chacune vit sa vie. Et ça aussi, c'est un cap à franchir. Parfait, merci beaucoup. Alors, à la fin de cette séquence, si vous avez des questions à poser à chacun des intervenants, vous n'hésiterez pas. Surtout, on aura un temps d'échange. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, François, oui, on peut l'applaudir, en effet. Bonjour. François, on pourrait dire que votre société elle pourrait intervenir presque après du coup cette solution. Vous, du coup, je le disais, vous avez créé il y a 6 ans à Troyes une société qui s'appelle See You Sun. Et puis, du coup, vous développez principalement le marché des ombrières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, du coup? Oui, bien sûr. Et effectivement, la See You Sun pourrait faire partie des produits de la plateforme Urban Sync. D'ailleurs, Gwenaëlle travaillait avec mon papa historiquement, donc il y a des liens. Oui, See You Sun, c'est une société que nous avons créée il y a 6 ans, bretonne, développeur, producteur, exploitant de centrales photovoltaïques et qui avait fait un constat. C'était que le marché allait un peu se scinder en 2 sur le photovoltaïque. Bon, déjà, le photovoltaïque en lui-même était une technologie qui allait s'imposer de par les déploiements au niveau mondiaux. Nous, on en est convaincus depuis le début, mais tout le monde ne l'est pas. Les coûts, la loi de Moore faisant que les prix de panneaux chutant considérablement. Pour parler concrètement, un panneau solaire, sa puissance a été multipliée par 4 en 10 ans et son prix a été divisé par 10. Donc c'est une révolution technologique majeure qu'on n'a pas vue et que personne n'a vraiment entendu. Un panneau de 170 watts qui fait la taille de l'écran coûtait plus de 500 €. Aujourd'hui, il coûte moins de 80 €. Il faisait 150 watts, il en fait 440, 450 aujourd'hui. Et donc cette loi de Moore, c'est-à-dire que le fait de fabriquer en masse et de mettre de la R&D et de l'innovation a fait qu'aujourd'hui, le prix du kilowatt produit par un panneau solaire est à parité réseau, il est très compétitif. Et donc pour nous, c'était mécaniquement, technologiquement, une obligation que le photovoltaïque se déploie au niveau mondial. En France, on est dans un monde, on est dans un pays très organisé, qui s'est structuré sur une histoire, sortie de Seconde Guerre mondiale, où on a recomposé le pays avec des grands pans et on a créé des codes de l'énergie, code des douanes, et on a créé des structures. Le grand EDF, GDF s'est créé à l'époque. Et donc c'est vrai que le photovoltaïque en France, on reprend, si on refait un flashback dans les années 90, c'était que pour les
les Iliens ou les territoires îlotés en montagne, et c'était vraiment quelque chose qui n'était pas forcément fait. Par contre, on le fabriquait en France. C'est-à-dire que le panneau était fabriqué là. Aujourd'hui, la donne est un peu différente. Donc, pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le photovoltaïque, c'est finalement son acceptabilité sociale. Parce qu'il faut pouvoir le déployer. C'est qu'à partir du moment où la technologie est intéressante, elle se recycle, elle se retravaille, elle monte tous les ans des axes de progression. Il faut pouvoir le déployer, il faut pouvoir l'installer. Et aujourd'hui, le constat qu'on avait fait, c'était que on est en France, on est dans un territoire assez riche en diversité, riche en territoire justement, et donc on ne peut pas déployer du photovoltaïque comme on le veut. Les toitures sont intéressantes. Elle permet de venir travailler d'une production d'électricité, une énergie qui tombe gratuitement sur une toiture, mais chaque toiture n'est pas faite pour recevoir du photovoltaïque, donc il faut le concevoir avec les architectes, avec les bureaux d'études en amont ou dans le cadre de grosses rénovations. Donc le déploiement massif sur les toitures est intéressant, mais il est lourd, on va dire. Il a un timing qui est relativement long. Les grandes centrales au sol sont très intéressantes. Mais aujourd'hui, comme je dis, on est dans des territoires, on l'a vu cet été sur un projet du groupe Total, levée de bouclier énorme, parce que ce sont des terres qui sont à la limite entre des terres agricoles, naturelles, et peut-être potentiellement des zones artificialisables. Mais ils mettent du photovoltaïque au sol sur ce genre de terre, il y a une grosse question de conscience et de volonté. Donc nous, c'est vraiment pas du tout l'ADN dans lequel on était, et on se disait, mais la non-artificialisation des sols, les espaces déjà travaillés, il y a un potentiel énorme sur les parkings. Énorme, colossal, de déploiement. Et en fait, finalement, notre grosse pierre, est-ce que c'est pas d'aller déjà commencer à produire notre propre énergie sur ces espaces que l'homme a déjà artificialisés? Et donc, c'est ce qu'on appelle l'ombrière. Alors, c'est pas nous qui avons inventé le mot ombrière, ça date déjà, c'est très vieux. Montesquieu écrivait ses premiers écrits sous l'ombrière de Bordeaux, dans le centre-ville. Donc, c'est un vieux mot, mais qui a été remis au goût du jour il y a une dizaine d'années par les développeurs photovoltaïques, en disant, voilà, on va couvrir de structures métalliques ou bois les panneaux solaires, et cette énergie qui tombe gratuitement sur les parkings, on va la valoriser. Et en fait, le déploiement est colossal. Voilà, vous connaissez tous vos communes, vous connaissez tous vos zones d'aménagement. On a des potentiels incroyables de produire une énergie qui peut être revenue en local sur le bâtiment concerné, mais qui peut également être distribuée grâce au réseau de distribution basse et moyenne tension Enedis et RTE un peu au-dessus, en local. Donc voilà, donc Siouxsun, c'est un opérateur qui ne fait que ça. L'innovation de Siouxsun a été pas forcément tant sur le produit, de se spécialiser là-dessus. J'ai vu David qui est dans la salle et qui est un de nos partenaires en France. L'innovation, elle a été dans la collaboration. Tu as utilisé le terme tout à l'heure. Il était hors de question qu'on déploie un outil qui ne soit pas 100% avec toutes les options, c'est-à-dire le financement, le développement, la construction, l'exploitation. Et on ne pouvait pas le faire sans les territoires, c'est-à-dire sans un co-investissement à côté des territoires. Et en fait, les sociétés d'économie mixte des syndicats d'énergie départementaux qui s'étaient, alors territoires d'énergie aujourd'hui qu'on appelle, mais ce sont historiquement des syndicats d'électrification rurale, et ces SEM de syndicats avaient la volonté de déployer pour les collectivités des projets d'énergie renouvelable. Elles se sont créées notamment beaucoup sur la façade atlantique ces dernières années, et avec elles, on a créé des partenariats. Des JV tout simplement, des sociétés de projets, dont l'objectif c'est la massification des projets. C'est-à-dire que la grosse pierre chez nous, c'est mais massifions quoi. Voilà, organisons-nous pour massifier. Je veux pas dire qu'il faut aller faire tous les parkings du Palais du Grand Large ou devant Intramuros. On va rester sur des choses, mais on a, avec la Sembrez, un autre partenaire, on a étudié le terminal du Nez pour voir si les parkings en attente des véhicules pour partir en bateau puissaient être solarisés. Pour nous, c'est de l'espace solarisable. Et en fait, à partir du moment où on se dit ça, on se dit qu'en fait, le potentiel, il est gigantesque. La SNCF, on a entendu M. Farando tout à l'heure, a lancé un appel d'offres. On a fini deuxième, on n'a pas gagné. Mais la SNCF, sur 130 gares, il y en a 3000. 130 gares, vous avez des parkings sur chacune des gares, vous avez les quais de gare, vous avez... En fait, le potentiel est colossal parce que derrière, quand on commence à regarder ce qu'on peut venir solariser et produire en énergie en local, on s'aperçoit que finalement, il faut réussir à aligner un petit peu tout le monde et mettre un outil duplicable. On voit des photos. Voilà, bon là c'est de la 3D, on a les nouvelles maintenant qui sont réalisées, mais pour nous, par exemple, le terrain de tennis, le vieux terrain de tennis de l'époque Noah, quand Yannick Noah gagne Roland Garros, il y a une frénésie dans les collectivités qui est de déployer 1, 2, 3, 4, 5 terrains de tennis. Et aujourd'hui, vous avez tous ce terrain de tennis qui vivote
Voilà, bon, bah, nous, aujourd'hui, on le rétrofit. On le rétrofit, on l'aménage, on refait des couvertures de terrain de tennis, on y met des pistes de padel, on fait des baskets 3-3. En fait, l'objectif, c'est l'aménagement du territoire. Mais la grosse pierre, c'est déployer, construire, financer, exploiter et après construire les sujets avec les parties prenantes, donc les collectivités, les entreprises. Donc voilà, donc grosso modo, Siouxson, c'est ça. C'est en 6 ans, on a construit 800 centrales photovoltaïques à travers la France. Le siège est à Rennes, on a des agences un peu partout réparties. On est une cinquantaine de collaborateurs et on fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais le principe de base, c'est l'appropriation par les acteurs de nos projets, parce qu'autrement, sans eux, on ne ferait rien. Parfait, merci beaucoup pour tous ces éléments. Le contexte économique, ça peut jouer, le contexte sanitaire. Alors, Gwenaëlle, le contexte sanitaire, on n'a pas parlé, mais ça avait joué pour vous le Covid, parce que vous aviez pu, du coup, faire beaucoup plus de visio. Oui, merci. Ça a été un déclic, en fait, c'était douloureux quand même le confinement, mais le côté positif, c'était cette grande découverte et de la massification aussi du process de la visio. Et là, je me suis dit, waouh, du coup, on peut communiquer sur la France entière facilement. Et pour moi, ça a été un facilitateur de prise de décision. En tout cas, c'est de dire, OK, j'y vais. Et on s'est lancé en l'été 2021, en fait. Et donc ça, c'était plutôt une opportunité pour vous. Il y a une opportunité pour vous aussi, François. C'est une loi qui vient de passer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est plutôt une chance, finalement? Oui, certains nous chambrent un peu en disant mais vous avez des lobbyistes chez Siouxson qui sont très forts. Parce qu'il y a 6 ans, vous vous lancez sur le parking et 2023, on sort un arrêté les ministères sortent un arrêté qui dit qu'il va falloir solariser tous les parkings de plus de 80 places d'ici 2028. Sous peine de pénalité, et les parkings de plus de 400 places d'ici 2025. Donc non, nous n'avons pas d'activité de lobbying chez Siouxson. Le lobbying, il est breton. Non, c'est du bon sens, c'est le bon sens paysan. Moi, c'est le bon sens de mes grands-parents. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est-à-dire que comment mettre en action des choses concrètes. Je crois que la région Bretagne vient de décider une feuille de route avec le Shift Project. Le Shift Project présente des solutions concrètes. Pas tout à fait d'accord toujours avec Jean-Marc Jancovici, mais je trouve que sur les énergies renouvelables, on a un débat de fond et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses inspirantes de ce qu'il propose et qui sont des actions concrètes, opérables tout de suite. Et nous, en fait, on ne s'est pas évertué à créer une structure qui allait réinventer le fil à couper le beurre. C'est des choses simples, basiques, mais qu'il faut bien exécuter. Et donc les opportunités, aujourd'hui, oui, on a maintenant un marché qui est entre guillemets autoporté, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut. Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga. Typiquement, avec la SEM Energive, on a construit une dizaine ou une quinzaine d'ombrières un peu partout en France. Là, le coup qu'on est en train de regarder avec notre filiale Station Rêve qui déploie des mobilités douces, donc des abris vélos sécurisés. C'est est-ce qu'à travers ce maillage d'ombrières qu'on a construit sur le territoire et qu'on va continuer à construire, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à proposer sur les lignes vélo, sur du vélo en libre service? C'est une plateforme de service qu'on veut commencer à créer, mais qui fait qu'on est toujours en dynamique en fait. Et donc oui, des aléas, on en a. Crise Covid, on n'a pas arrêté de développer, on n'a pas arrêté de construire. Il n'y a pas eu un chantier qu'on a mis à l'arrêt, on a continué. Il y a eu un moment, un soubresaut, on n'avait plus d'onduleurs. Bon, voilà. On essaie de trouver d'autres solutions, mais voilà, les banques ont joué le jeu. Les banques et l'État, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les contrats d'achat, et on avait les taux d'intérêt bancaires en face qui grimpaient, et donc on n'arrivait plus à financer nos grappes de projets. Du coup, l'État a écouté. Les syndicats, on a Atlanson qui est dans la salle, Enerplan, le CER ont beaucoup travaillé auprès de l'État et ont une écoute auprès de l'État et on a obtenu des améliorations de conditions de rachat parce qu'il y avait une obligation de mettre du renouvelable en service le plus vite possible. C'est ce qu'a montré la crise en Ukraine, c'est ce qu'a montré la crise sur le nucléaire. Et du coup, les banques ont joué le jeu, elles ont augmenté les durées de prêt pour qu'on puisse passer et que les financements se fassent. Donc, en fait, voilà, l'écosystème, il a besoin d'être collectif. Il a besoin d'avoir des acteurs engagés. Et voilà, nous, on est juste là pour essayer de mettre notre pierre à l'édifice, notre grosse pierre. Notre grosse pierre à nous, mais il y a 15 gigas de puissance solaire en France. Il en faut, alors le président Macron dit 100. Moi, je dis, il en faut 200. Enfin, il faut un objectif de puissance solaire. On a une capacité à en déployer. Et après, on adapte notre mix. Mais pas l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un maillage productif électrique qui est centralisé, qui est descendant, de par les cinquantaines de réacteurs nucléaires en France. On sait que c'est quelque chose qui doit évoluer.
on a toujours un réseau de transport et un réseau de distribution qui sont très puissants, mais on a aujourd'hui un avènement qui arrive, ce qui sont les énergies renouvelables qui en diffus amènent de la production. Donc on a les réseaux qui doivent s'adapter à ça. Et le maillage, c'est d'abord de produire cette énergie qui nous est donnée gratuitement, valorisée, qui est acceptée entre guillemets socialement si on ne fait pas n'importe quoi. Et après, commencer à construire à partir de cette grosse pierre. Voilà, notre mantra, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on peut t'applaudir aussi. Alors, tu parlais justement des banques. On a avec nous Sébastien Louis, donc, qui est directeur du marché des entreprises à la Banque Populaire Grand Ouest. Sébastien, on vient de le dire, la banque accompagne, elle accompagne aussi dans la prise de risque parfois. Et vous accompagnez particulièrement dans les transitions. C'est une des 6 ambitions stratégiques de la Banque Populaire Grand Ouest, les transitions. Comment ça se traduit concrètement ? Bonjour à tous d'abord. Je suis très à l'aise, j'ai entendu BPGO, j'ai entendu les banques jouent le jeu, donc je crois que c'était à moi d'intervenir. Comment ça se traduit ? D'abord, rappeler que Banque Populaire Grand Ouest est depuis très très longtemps un acteur engagé sur l'accompagnement des projets, des investissements sur le territoire. On a un territoire qui est juste exceptionnel, on le dit assez souvent. Donc c'est normal, effectivement, que dans nos piliers, dans notre politique stratégique, on inscrive l'enjeu des transitions. Et depuis très longtemps, déjà, on a des exemples concrets d'accompagnement. Donc l'innovation dans la banque, ça ne vient pas forcément comme ça naturellement à l'esprit. Mais c'est depuis longtemps, chez Banque Populaire Grand Ouest, des témoignages très concrets sur nos gammes de financement. Juste des chiffres, et sans vous abreuver de chiffres. En 2022, chez Banque Populaire Grand Ouest, c'est 110 projets que notre banque a accompagnés. Et aujourd'hui, on a 310 000 foyers qui sont alimentés en électricité grâce à des projets financés par Banque Populaire Grand Ouest. On est présent dans près de 1 projet de méthanisation sur 3. Et je rappelle que la méthanisation, il y a 15 ou 20 ans, ça parlait à personne. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'effectivement on ait des sujets sur la méthanisation. Et donc c'est ça aussi le rôle du banquier, c'est d'être très en amont des évolutions majeures de notre société, des enjeux qui vont se présenter à nos clients dirigeants et les aider et les accompagner justement sur ces sujets-là. Donc si on ne l'inscrit pas dans notre politique stratégique, je pense qu'on passe à côté du sujet, on passe à côté de notre métier de banquier. Et ça, ce serait vraiment dommage. Exactement. Et j'imagine que vous ne pouvez pas financer que du green. Un chef d'entreprise qui arrive, qui veut renouveler sa flotte de camionnettes, il n'est pas en 100% électrique. Comment on l'accompagne à la Banque Populaire Grand Ouest ? Pas encore, mais ça va y venir. Mais oui, effectivement, on ne peut pas financer que du green. Aujourd'hui, on a encore des enveloppes de projets, des enveloppes de travaux où il n'y a pas forcément que de l'objet green. Et là aussi, c'est une remise en question. Par contre, je dois rappeler quelque chose, c'est que malgré cet état de lieu, cet état de fait, qu'on ne peut pas financer que du green, on a quand même inscrit dans notre politique stratégique que progressivement, et à un horizon assez rapide, on va promouvoir, encourager nos collaborateurs systématiquement à imaginer l'accompagnement aussi sur cette gamme de prêts green. Très concrètement, 2025, la volonté de Banque Populaire Grand Ouest, c'est 25% de nos prêts d'équipement fléchés sur du financement green ou du financement impact. Et j'ai envie de dire, 25%, c'est énorme quand on sait qu'il y a la gamme de prêts green, elle n'a que quelques années d'existence. Quand on sait que le prêt impact, c'est à moins d'1 an dans la gamme BPGO. Donc il y a une ambition qui est très forte d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Et puis bien de sensibiliser. Et au-delà de ça, au-delà de ces 25% en 2025, je rappellerai que le groupe Banque Populaire, le groupe BPCE a rejoint la Net Banking Alliance. Donc là, c'est le grand projet Net Zéro à horizon 2035, de ne pouvoir accompagner que des projets qui sont neutres en émissions de CO2. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui veut encourager nos collaborateurs vraiment sur ces sujets. C'est ça. Du coup, vous poussez les dirigeants finalement à une prise de conscience quand vous êtes en entretien. C'est une vraie volonté et je pense qu'on ne peut pas en parler sereinement si soi-même, en tant que collaborateur, on n'est pas concerné. Et ça, au niveau de Banque Populaire Grand Ouest, moi j'ai vraiment la fierté d'appartenir à un établissement qui est labellisé Lucie, qui a engagé énormément de choses dans sa politique interne pour sensibiliser ses collaborateurs. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont là en face de moi et je crois qu'on peut tous en témoigner. C'est qu'au quotidien, on vit dans un établissement qui est déjà très engagé dans une politique ESG, qui parle des critères RSE depuis très longtemps. Et je crois qu'on ne peut pas conseiller et accompagner nos clients si on n'est pas soi-même concerné, si on ne le vit pas au quotidien. Je pense qu'on est les premiers témoins de ce qui fait du bien à notre entreprise et ce qui pourrait faire du bien à
à nos clients, entreprises, justement. Exactement. Alors moi, j'avais quelques informations. Depuis 2019, c'est 25% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour BPGO. Donc c'est aussi un vrai marqueur. Et en effet, comme tu le dis, quand on est concerné, on peut l'expliquer bien plus facilement. Il y a d'autres exemples aussi qui se font pour les collaborateurs ? Oui, il y a énormément d'exemples et aujourd'hui, je me réjouis au quotidien de voir des choses qui sont promues dans les médias, mais qui sont déjà intégrées chez BPGO depuis longtemps. Il y a la promotion des mobilités douces, par exemple. On a la SCPI qui est labellisée ISR. Je crois qu'on a un projet justement d'ombrière sur les parkings de notre siège qui est en cours aussi. Il y a des exemples, encore une fois, au quotidien et je crois qu'effectivement, c'est très agréable quand on prend ses fonctions de travailler dans un établissement qui rejoint nos valeurs. Je pense que c'est très important aussi pour les collaborateurs qui nous rejoignent aujourd'hui. On a beaucoup de jeunes collaborateurs qui sont en recherche de sens et qui sont très challengeants en fait vis-à-vis de leur futur employeur. Et je pense que là-dessus, le rapport de force, il a beaucoup évolué ces dernières années. Et donc par rapport à ça, on a un devoir et ça nous oblige. Et puis je voudrais aussi parler du prêt impact parce que ça, je trouve que c'est très intéressant. Pour moi, le prêt impact, c'était le chaînon manquant entre les prêts dont l'objet est green et les prêts qui veulent inciter les dirigeants à une politique RSE. Et ça, je trouve que le succès du prêt impact, parce que le prêt impact a un énorme succès depuis son lancement, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est finalement l'accomplissement pour un collaborateur d'avoir fait jusqu'au bout son métier, son job, d'avoir entamé un dialogue stratégique avec nos dirigeants, parler du seuil de double matérialité par exemple, d'avoir mené un questionnaire ESG avec ses dirigeants. Et si le questionnaire ESG, il finit justement par la proposition d'un prêt impact, et que le client, le dirigeant d'entreprise s'engage dans une politique RSE grâce à ce prêt impact, je crois que là, le rôle du banquier, il aura été jusqu'au bout et très exaltant et très fort, quoi. C'est vrai. Merci beaucoup, Sébastien. On peut également t'applaudir pour ce témoignage. Merci à vous. Alors, Henri-Pierre de Wulf, je me tourne dorénavant vers toi. Gwenaëlle, elle a parlé d'une rencontre qui était déterminante. Et les relations humaines, c'est vraiment important. C'est ce dont tu vas témoigner avec l'association Entrepreneurs pour la planète. Est-ce que tu peux nous détailler du coup l'engagement de l'association ? Oui, avec plaisir. Bonjour. Donc, Entrepreneurs pour la planète, c'est essentiellement des rencontres humaines. Et je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent ces rencontres. D'abord, une chose importante, c'est que dans l'association, c'est une association d'intérêt général, on pense réellement que les entrepreneurs sont des acteurs importants dans la transition parce que ce sont des personnes qui sont habituées à gérer des problèmes et à trouver des solutions. On sait qu'autour de nous, il y a des porteurs de projets. On en a cartographié dans l'association 600 en France, dont 100 en Bretagne, et que ces porteurs de projets ont des solutions ou des idées pour la transition. Donc, vous allez m'excuser, mais je vais vous prendre comme acteur donc pour expliquer ce que fait l'association. Donc, Gwenaëlle, porteur de projet, il y a 2 ans, elle veut monter une entreprise donc au niveau de l'environnement et de l'impact, mais elle n'a pas une grande expérience d'entrepreneur. Elle commence sa vie d'entrepreneur. Donc, elle vient voir l'association en disant c'est bien, moi je suis un peu... j'apprends ce nouveau métier, je ne sais pas totalement bien faire et j'aimerais bien être un peu aidé dans cette aventure. Il y a des banquiers qui sont là, il faut un peu m'aider par rapport au langage avec les banquiers. Il y a plein de choses qu'on doit apprendre dans ce métier d'entrepreneur. Et puis, voilà, donc on l'a identifiée, on l'a cartographiée, elle est sur notre plateforme. On a 100 porteurs de projets en Bretagne depuis 2 ans. Donc, c'est des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont envie d'innover et qui ont des innovations et des solutions par rapport à l'impact. Donc, on l'a identifié et on cherche des bénévoles. Donc là, je me tourne vers François ou vers Sébastien. Ce sont des garçons extrêmement généreux qui ont envie de donner un peu de leur temps et de leur énergie pour aider ces jeunes entrepreneurs à réussir. Donc, ils me disent, Henri-Pierre, ce serait bien si je trouvais quelqu'un avec qui ça match et avec qui j'aimerais pouvoir donner un peu de mon expérience. Mon expérience, c'est ce que j'ai appris au niveau de mon métier d'entrepreneur, comment je contourne les obstacles et comment je peux aider ce jeune entrepreneur à réussir dans des solutions à innovation.
Alors Sébastien pourrait le faire également. BPGO est partenaire de l'association Entrepreneurs pour la planète et je les remercie à ce stade parce qu'ils nous aident à nous développer. On réfléchit actuellement à un programme avec la banque de manière à ce que les encadrants de la banque puissent donner un peu de leur temps donc pour accompagner des jeunes entrepreneurs à la réussite. Et donc, Sébastien, dans le cadre de ce programme de la banque, je t'invite réellement à venir mentorer donc un porteur de projet. Non, mais je recrute. Je me sens piégé un peu là, non? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Donc, l'avantage dans cette association, c'est qu'on a une grande communauté d'entrepreneurs engagés. Donc, vous avez bien compris, il y a ceux qui sont des nouveaux entrepreneurs et d'autres qui sont des entrepreneurs plus aguerris. Nos 3 missions principales, c'est identifier les porteurs de projets et les cartographier. Deuxièmement, c'est de trouver des mentors et de créer le matching donc, entre les porteurs de projets et les entrepreneurs. Et la 3e grande mission, c'est d'animer cette communauté de manière à ce qu'ensemble, on se sente plus solide, plus costaud par rapport, on va dire, à ces enjeux qu'on a et qui créent un peu de perturbation. Et du coup, donc, tu es président bénévole, parce que c'est important. C'est multigénérationnel dans l'association. Pourquoi avoir eu la volonté de déployer l'association en Bretagne et Pays de la Loire? Alors, c'est une bonne question. J'ai 63 ans depuis 8 jours. J'ai 2 enfants, 26 et 24 ans. Il y a 4 ans, je me suis pris mon choc climatique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu votre choc climatique, mais moi, je l'ai vraiment pris en pleine face. Après avoir écouté 2 conférences sur le climat, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je n'en avais pas mesuré vraiment les conséquences. Et quand j'ai eu toutes ces images, je suis sorti de là en me disant dans ta vie, tu cours pour le business, tu cours pour faire plein de choses, mais est-ce que tu as compris qu'à un moment donné, ce que tu allais laisser à tes enfants, peut-être qu'il n'y aura rien demain ou après-demain. Donc, c'est maintenant que tu dois bouger et surtout n'attends pas. Donc, ma vie a changé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, pour mes enfants, je veux vraiment m'engager, je veux vraiment faire quelque chose qui a du sens et qui leur montre que, oui, je suis conscient, oui, j'ai voyagé en avion privé, oui, j'ai transporté des vêtements entre la Chine et la France dans des avions, et mon modèle, à l'époque, un modèle que je trouvais génial, mais là, il faut que je bouge. Il y a 2 ans, j'ai rencontré donc le fondateur de l'association Entrepreneurs pour la planète. Il s'appelle Christophe Caille, il est de Marseille. Quand il m'a parlé, j'ai trouvé génial ce qu'il faisait. C'était en plein au moment où je cherchais vraiment on va dire, à m'engager au niveau de ma vie. Donc le côté associatif me plaisait beaucoup. J'adore le contact avec les jeunes parce que je trouve que, 1, ça nous maintient en vie, et 2, si on peut les aider à réussir, on peut se coucher le soir heureux d'avoir aidé la relève ou la jeune génération. Et donc, et puis j'aime le monde des entrepreneurs et de l'entreprise. Donc, quand j'ai vu Christophe et j'ai vu ce qu'il a fait à Marseille, au bout de 10 minutes, quand je rentrais dans la voiture, j'ai dit, go, je vais faire la même chose en Bretagne. Et on va leur montrer là aux Marseillais que les Bretons, on a de l'énergie et du tempérament. Et donc, 2 mois après, on crée une antenne en Bretagne et Pays de Loire. On embarquait avec nous 17 chefs d'entreprise qui ont mis un peu d'argent pour lancer l'association et l'antenne sur le territoire. La banque nous a suivis, et je la remercie parce que c'était important de nous accompagner. Et on a lancé l'antenne. On a 100 porteurs de projets, on crée des événements et on a beaucoup d'ambition sur notre territoire pour aller encore plus vite. Alors là, on parle d'un lab, l'innovation au service des transitions. Votre innovation, finalement, c'est le reverse mentoring? Alors, oui, on n'a pas une innovation aussi poussée que celle de Gwenaël ou la tienne, François. Les deux m'intéressent d'ailleurs. Un on va dire pour la décarbonation, et le photovoltaïque m'intéresse également. Nous, à double titre, je pense qu'on favorise l'innovation. En aidant ces porteurs de projets à réussir, c'est-à-dire qu'il y a plein d'innovations. Soyez curieux, allez voir sur le site d'Entrepreneurs pour la planète finalement, toutes ces innovations qui sont dans le monde de l'agriculture, dans l'économie circulaire. Il y a vraiment énormément de choses et des choses extrêmement passionnantes.
Donc ça, nous, on les aide donc à réussir. Et l'autre truc que je trouve génial, c'est que, alors je peux prendre mon cas en tant que mentor. En tant que mentor, j'accompagne 2 projets. Un projet dans l'économie circulaire sur une entreprise qui est à Saint-Malo qui s'appelle Quel bon plan. Et j'accompagne également une entreprise dans l'audit énergétique qui s'appelle Itac et qui est à Paris. Quand je suis en contact avec ces entrepreneurs, évidemment, ils me disent des choses. Je n'ai pas l'habitude forcément de les entendre avec mes copains entrepreneurs, qu'on parle d'autres choses. Là, ils me disent des choses extrêmement importantes qui m'amènent également à faire des innovations pour moi-même. Je vais prendre quelques petits exemples qui sont réellement concrets. Il y a 2 ans, j'ai changé ma voiture thermique pour une voiture électrique parce que j'avais bien compris que dans mon bilan carbone, c'était le poste que je devais d'abord changer. Deuxièmement, donc, j'ai fait un audit énergétique du système de chauffage qui est à gaz à la maison. J'ai vu qu'il y avait d'autres solutions et donc je vais passer par la géothermie. Troisièmement, je fais mon bilan carbone d'une manière beaucoup plus régulière. Donc je regarde également est-ce que je favorise le train par rapport à l'avion. Je mange moins de côtes de bœuf qu'avant, donc c'est quand même pas très drôle. Oui, je sais, mais bon, je fais quand même attention à plein de choses. Et je rachète du matériel d'occasion plutôt que du matériel neuf. Donc en termes d'innovation personnelle, je trouve qu'être dans une communauté, ça nous permet également de nous remettre en question. Et c'est ce que j'aime dans l'association, ce côté du reverse mentoring. Je donne de mon temps, je suis généreux dans mon temps et dans mes conseils. Et je récupère ou je reçois finalement tout ce que peut nous apporter cette nouvelle génération. Parfait, merci beaucoup. On vous applaudit aussi chaleureusement. Merci. En un mot, très rapidement, à tous les 4, est-ce que vous êtes confiants en l'avenir? On commence par moi. Oui. Au fond de moi, oui, mais je sais qu'on va être dans une période extrêmement chahutée et qu'il faudra s'adapter, s'unir et surtout pas s'opposer. Surtout pas s'opposer. Moi, je vais faire une réponse de banquier. Moi, je suis prudent à court terme, mais confiant à moyen terme. Voilà, mais confiant. Oui, bien évidemment, confiant. Plein de belles choses. Verre à moitié plein. Voilà, complètement, c'est... Oui, et c'est compliqué, on a plein de choses mais il faut être confiant. La vie mérite d'être confiant. Regardez le beau bureau qu'on a ce matin. Non, mais 100% confiant. Ça va être compliqué, mais 100% confiant. Mais il faut agir, il faut faire des sujets opérationnels. Oui, moi je pense aussi qu'il faut rester positif, même si dans l'adversité, c'est ce qu'on dit, il faut être courageux aussi. Je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre par les difficultés. Et si on fait bloc, si on joue dans la coopération et qu'on construit des solutions ensemble, forcément ça aura beaucoup plus de sens. Ça aura aussi une dimension, je pense, plus forte, toute génération confondue. Et je pense que c'est ça la valeur, l'apprentissage qu'on peut considérer comme étant encore, on dit, on commence à être proche des 60 ans, on se dit, on a fini. Non, en fait, on fait que commencer. Et je crois qu'il faut rester optimiste grâce à ça. Parfait. Encore merci beaucoup à tous les 4 pour votre intervention. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Oui ? Oui, bonjour. J'avais une question pour vous, monsieur Siouson, monsieur Guérin. En fait, vous parlez d'Ombrière, donc peut-être que vous ne pourrez peut-être pas répondre à ma question, mais j'imagine que la technologie, vous la maîtrisez très bien. En fait, moi, je travaille dans le secteur agricole et il y a aussi des zones où on a besoin de panneaux photovoltaïques, mais sans générer de l'ombre. Je pense notamment aux serres. Et j'avais entendu dire qu'il y avait des technologies qui se développaient pour des panneaux solaires transparents. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, sur le panneau solaire transparent, vous avez déjà des choses, c'est ce qu'on appelle des semi-transparents. C'est-à-dire que vous avez les cellules photovoltaïques qui vont laisser passer de l'espace entre elles. Donc on va faire des panneaux qui ont des cellules photovoltaïques plus petites. Et le verre, donc un panneau solaire, c'est un cadrage aluminium, c'est du verre. Et à l'intérieur, c'est des feuilles de silice qui, après plusieurs processus, ont été mises en
qu'on a monté en fonte en fait. La taille de la cellule, on la décide. En fait, c'est l'assembleur de panneaux qui décide de la taille de la cellule. Donc on a du panneau très architectural qu'on peut retrouver dans des entrées de sièges d'entreprise, dans des beaux bâtiments. On va voir ça un peu comme une pergola et on va laisser passer beaucoup de lumière. Mais en termes de production, on a des toutes petites cellules. Voilà. Donc, on sait faire. On sait faire à façon. Le sujet dans l'agrivoltaïsme, il est aussi bien par le panneau que sur la façon dont on emploie la centrale solaire sur les sols. Et donc, est-ce qu'on aide la plante ou le vivant à se développer, ou est-ce qu'on fait d'abord une production d'électricité? Il faut déjà poser la bonne question. Moi, je fais plutôt partie de ceux qui, au niveau des différentes instances nationales, prônent pour d'abord le vivant, d'abord la culture. Et si le photovoltaïque peut permettre effectivement, on a des surfaces très, très importantes à développer. On parle beaucoup d'agriculture bio en ce moment, de conversion. Sur un terrain de 2 hectares, est-ce qu'on n'a pas une capacité à travailler de l'abri solaire sur 1500 mètres carrés, par exemple, qui permet d'avoir aux animaux un endroit, un espace de respiration, plutôt que d'être en plein cagnard ou sous la pluie, sachant que, par exemple, les poulets, on doit les faire sortir. Donc on peut avoir ce genre d'approche. Par contre, de là à, entre guillemets, tartiner nos sols, attention, parce que c'est aussi ça sur lequel il faut agir. Donc la techno, elle est là. Vous avez aussi beaucoup de digital sur le sujet, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont déployé des solutions, imaginé des solutions où le panneau tourne en fonction du besoin de la plante et pas en fonction de la production solaire. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. C'est des algorithmes qui ont été mis en place. Et donc, vous couvrez ou vous aidez, vous couvrez un champ de vignes ou des fruits, par exemple, dans le sud-ouest de la France. En fonction du besoin et de la pluviométrie, vous pouvez décider d'orienter le panneau d'une certaine façon. Voilà. Si vous traquez, normalement, le panneau, il est soit en monoaxe de ce type-là, il va faire sud-nord. Et soit il est en est-ouest, c'est les trackers Okewin, qui est un fabricant de trackers basé à Torcy, à côté de Vitré, qui est le leader français et européen du sujet. Okewin fait un tracker, lui, qui va agir comme un tournesol. Donc ça, vous pouvez aussi en déployer. Les technos existent. Après, c'est l'appropriation avec les chambres d'agriculture, faire que les chambres d'agriculture ne soient pas non plus vent debout contre tout. Il faut essayer de trouver un peu un maillage un peu intelligent et qu'on teste des choses en grandeur nature, parce qu'il n'y a pas trop le choix que de se tester, quoi, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds précisément à votre question, mais en tout cas, il suffit de laisser passer un peu de soleil à travers les cellules, on sait sans problème le faire. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Après, vous pouvez évidemment échanger en direct pour que vous puissiez aller faire les autres activités du FEB. Eh bien, il y en a une dernière. Super. Bonjour, Armel de Lesquin. Alors, question pour Monsieur Guérin, encore une fois, désolé. Moi, j'ai une question concernant la souveraineté industrielle, en fait, liée notamment à l'achat de nos panneaux solaires. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les panneaux solaires? En fait, qui construit aujourd'hui les panneaux solaires dans le monde? Est-ce qu'il y a une filière européenne, voire même française, puisque c'est un enjeu? Et ensuite, voilà, vous parlez du coût. Alors vous dites que c'est une énergie gratuite, certes, mais qui a un coût élevé quand même, puisque les panneaux solaires doivent être fabriqués. Et est-ce que c'est compétitif? Est-ce que ça a vocation à rester compétitif, notamment par rapport au nucléaire? On voit que la France relance son industrie du nucléaire. Et est-ce qu'à moyen terme, on ne va pas avoir une dichotomie entre un coût de l'énergie photovoltaïque un peu décorrélé d'un coût décarboné aussi du nucléaire? Alors on entend souvent de mix, on parle de mix énergétique, mais voilà, qu'en est-il notamment par rapport à la lutte contre toutes les chaudières à gaz qu'on a chez nous, qui là pour le coup produisent beaucoup de carbone et qui devraient évoluer? Vous avez 2 heures? Le vaste débat énergie renouvelable, nucléaire. Moi, c'est mon grand malheur. J'ai 39 ans et je trouve qu'on a fait n'importe quoi ces 30 dernières années sur le sujet. Un monsieur comme Jean-Marc Jancovici est très intéressant dans la vulgarisation de ces sujets techniques très compliqués. Sa BD est formidable, mais son prisme sur les énergies renouvelables est catastrophique. C'est-à-dire que ces signaux faibles qu'il envoie sur les énergies renouvelables sont mauvais. Comment passer à côté d'une énergie qui nous est donnée gratuitement tous les jours sans qu'on dépense 1 euro?
je vais venir sur le prix du panneau, je vais venir, mais cette énergie nous est donnée gratuitement, elle nous tombe dessus, on ne fait rien, on n'a rien à faire, 7-7. La journée, toute la journée étudiante, toutes les activités de l'humain la journée, au moment où vous avez une production, comment on ne met pas tous les moyens pour faire en sorte que chaque surface puisse être réfléchissante. On a Aska Armor qui travaille sur des films photovoltaïques. L'industrie du photovoltaïque, elle était française. L'invention du panneau photovoltaïque, c'est Becquerel. C'est une génération de polytechniciens, c'est la génération du milieu, du fils, qui découvre en travaillant sur les réactions nucléaires que des ions peuvent s'exciter au contact d'une énergie du soleil. De ça, on en a fait un marasme industriel, mais comme tout, comme nos smartphones, comme nos télés, comme tout, parce qu'on a décidé que la Chine produirait les produits de demain, et on les a fait rentrer dans le marché mondial du commerce. Et aujourd'hui, on avait tout pour fabriquer une filière industrielle en France, tout, et en Europe. On avait de la technologie à Lannion, en Bretagne, si je fais le schéma à Lannion. On avait de l'aluminium, on avait des mines, on a tout. Un panneau solaire, c'est bête. Un panneau solaire, c'est de l'aluminium, du verre, de la silice. La silice, c'est le deuxième matériau le plus abondant de l'écorce terrestre. Et c'est derrière le fait de le monter en température, donc c'est l'énergie. Si on a une énergie nucléaire, pas chère, bas carbone, à notre portée, très bien. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas décidé de fabriquer notre propre, verticaliser notre propre industrie photovoltaïque? Depuis 30 ans, on est dans des faux débats qui s'opposent les uns aux les autres et on n'avance pas. Résultat, on a tous vu les prix d'énergie exploser ces 3 dernières années. On a mis ça sur le dos de l'Ukraine, mais ce n'est pas le dos de l'Ukraine. C'est une composante. La réalité de la composante, c'est notre mix de production nucléaire qui est à l'os. On a un outil déplorable aujourd'hui parce que tout le monde se renvoie la balle tous les 5 ans. Je suis désolé d'aller dedans, mais c'est ça. Tous les 5 ans, on a un nouveau chef d'État qui est élu, il se renvoie la balle d'un point de vue électoral et on n'avance pas. EDF ne sait pas investir. Les réseaux ont du mal à avoir, réseaux de distribution, réseaux de transport ont du mal à avoir les moyens pour déployer des réseaux qui soient intelligents et qui soient adaptés à ce nouveau mix. Et pour autant, on en a besoin. Donc là, aujourd'hui, le photovoltaïque, on produisait un kilowatt, un mégawattheure, à 600 € il y a 12 ans. Aujourd'hui, ce mégawattheure en centrale au sol en France, on est à 50 €. Comment voulez-vous contrer ce truc-là? C'est incontrable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'urgence se construire une filière française de fabrication du panneau, parce qu'effectivement, si demain les Chinois décident de couper le robinet, ils le coupent. Et là, on est mort. L'onduleur, c'est pareil. Une techno d'un photovoltaïque, c'est l'onduleur. On a des sociétés, on a Imeon, par exemple, en Bretagne, qui est une très belle société sur l'onduleur. On peut travailler, on sait faire de l'assemblage, mais on ne sait pas encore verticaliser. Donc vous avez un projet de verticalisation qui s'appelle Carbone. Malheureusement, ça n'aura pas lieu en Bretagne, ça aura lieu à Fos-sur-Mer. Ils viennent de lancer l'enquête publique, mais c'est 1,4 milliard d'euros à mettre sur la table. C'est 40 000 hectares de terre, 40 hectares de terre à devoir réindustrialiser. Donc on parle du ZAN, mais il va falloir refaire des usines. C'est des mines. Il va falloir remettre en place un processus de mine pour pouvoir fabriquer de l'acide. Voilà. Donc, si on se donne les moyens, pas à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, mais à 50 ans ou à 60 ans avec une vraie programmation, on saura le faire, on saura y répondre. Mais attention aux signaux faibles, parce qu'aujourd'hui, les signaux faibles nous emmènent qu'en France, on n'a que 15 gigas de puissance solaire. L'Allemagne est déjà à 150 gigas de puissance solaire. Et en fait, toute production d'électricité, d'énergie renouvelable mise en service dans le système décarbone un bout du mix, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on n'est pas îloté en France, on est interconnecté au niveau européen. Donc si on a passé le cap en novembre dernier des pics de production où on avait un nucléaire qui était à l'arrêt, c'est grâce à l'éolien offshore écossais. Et ça, personne ne le retient, ce truc-là. Mais c'est parce que l'éolien offshore, parce qu'ils ont bossé sur leur côte, parce qu'ils ont mis de l'éolien offshore, on n'aime pas, on n'a pas envie de prendre un café à la Baule avec ces éoliennes devant soi, mais n'empêche que les parcs éoliens offshore vont nous apporter de la production. Donc toute production d'électricité décarbonée qui mécaniquement peut fonctionner entre guillemets seule et on n'a pas de coût marginal de fabrication et de production par-dessus, mais il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. Par contre, on ne pourra pas faire un basculement de l'un à l'autre sans rien et il ne faudra pas opposer. Donc je suis désolé d'être un peu cash dans ma réponse, mais je pense qu'il faut qu'on en parle plus, parce qu'effectivement, en ce moment, on parle nucléaire et relance, mais on ne va pas avoir un réacteur avant 20 ans, et on va les mettre où? Il faut réchauffer Enfin, le nucléaire a
tellement de choses à devoir travailler devant lui, entre son extraction de matière, sa construction, son financement. C'est le livret A qui va financer le nucléaire. Hein. Il n'y a que ça. Les banquiers sont incapables de financer. Les fonds d'investissement n'y vont pas. Donc c'est le livret A qui y va. Donc la construction, l'exploitation, le recyclage, le démantèlement. Brennelis, c'est toujours pas démantelé. Donc, moi, je veux bien le nucléaire, pas de problème. Mais à un moment donné, donc voilà. Donc moi, je dis pas on est la solution, mais on est une pierre. Et cette pierre-là, ou ces grosses pierres, il faut les mettre le plus vite possible parce que 15 gigas de puissance solaire en France, c'est inadmissible. Ouais. Alors juste pour aider, et voilà. Pour ajouter une petite couche et pour faciliter aussi la compréhension de cette massification du photovoltaïque, en fait, moi j'abonde complètement dans ce que tu viens de dire. Et justement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du programme SMILE au niveau des smart grids, ça vous dit quelque chose aux uns et aux autres. Donc la région Bretagne et Pays de Loire, ils se sont mis d'accord du coup pour promouvoir en fait les smart grids justement qui participent et qui utilisent en fait la technologie des PV. Et donc est né d'une certaine façon les communautés énergétique locale. Je ne sais pas si ça aussi vous connaissez. C'est les process en fait de boucle courte énergétique multi-entreprises. Donc moi, par exemple, à Chartres de Bretagne, je suis en train d'en monter une avec notre maire. On a une réunion la semaine prochaine. Donc il m'a dit OK, je mets toutes mes surfaces à disposition. Toutes les entreprises ont dit OK. Et donc, ça va être financé très simplement parce qu'on a des ROI très rapides. Donc, en fait, il n'y a pas d'obstacle à massifier. C'est juste une question de se réveiller le matin en disant « Ok, je vais faire quoi, moi, comme action ?» Et c'est possible. On fait une petite simulation. On sait tout de suite, en quelques secondes, combien ça va coûter et combien ça va rapporter. Et du coup, on décarbone, on massifie globalement et c'est à la portée de tout le monde. Franchement, dès que vous avez des mètres carrés de parking, les surfaces de toiture, effectivement, il faut peut-être regarder ça avec parcimonie parce qu'au niveau étanchéité, les assurances ne suivent pas toujours pour assurer la combinaison technique. Mais sur les parkings, franchement, il n'y a pas d'obstacle. Vous avez... en fait, il faut regarder où vous êtes. Vous avez un complexe sportif à côté de chez vous, c'est possible. Ils ont des parkings forcément. Donc, en fait, il faut regarder dans quel univers vous êtes et saisir toutes les opportunités. Pour revenir sur Smile, on est en train de suivre 4 projets. Regardez sur le site internet, c'est très intéressant. Ce sont les entreprises qui se mobilisent et donc qui disent « Ok, on se retrousse les manches et on va générer notre propre énergie locale et c'est possible. » Donc, renseignez-vous, creusez un petit peu et vous verrez, c'est surprenant et agréable à découvrir. Merci beaucoup à tous les 4 pour la passion que vous nous avez véhiculée. Et n'hésitez pas du coup à échanger tous ensemble. Encore merci beaucoup.